C'est l'une des attaques les plus importantes depuis le début de la guerre. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie a massivement bombardé l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. L'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a affirmé que l'UE doit devenir une fédération afin d'éviter le déclin, la division et la désindustrialisation. Donald Trump va baisser les droits de douane imposés à l'Inde. Le Premier ministre indien Narendra Modi a fini par céder à la requête américaine sur l'achat de pétrole russe. Kiev, Kharkiv, Odessa, Soumy, mais aussi Vinitsa. L'Ukraine a été massivement bombardée par la Russie dans la nuit de lundi à mardi. Au moins 10 personnes ont été blessées lors des frappes menées par près de 450 drones et 70 missiles, selon les autorités ukrainiennes. Moscou a principalement visé les zones d'habitation et les réseaux électriques du pays, avec pour objectif de priver les civils d'électricité, de chauffage et d'eau courante durant l'hiver, l'un des plus froids depuis des années, les températures descendant sous les 20 degrés Celsius. Mardi matin, les habitants de Kiev étaient occupés à évaluer l'ampleur des dégâts. Plusieurs immeubles résidentiels, une crèche et une station-service de la capitale ont été endommagés. І такий залп, наче вогонь, і вікно просто вилітає. У мене, слава Богу, вціліло вікно, але у сусідів половини просто вилітали всі вікна. Це дуже страшно. Тут взагалі будинку немає, всюди немає. Машина постраждала наша. Cette attaque constitue l'une des plus importantes depuis le début de la guerre en termes de missiles balistiques utilisés selon Volodymyr Zelensky, qui a exhorté les alliés occidentaux à envoyer davantage de matériel de défense aérienne. Des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine sont prévus mercredi et jeudi à Abu Dhabi, sous la médiation des États-Unis. L'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a déclaré ce lundi que l'Europe devait surmonter ses vieilles divisions afin de devenir une véritable puissance et éviter le déclin et la désindustrialisation. Un discours prononcé par l'ancien Premier ministre italien lors de son passage à l'Université catholique de Louvain après avoir reçu le titre de docteur honoris causa. Europeans alone have the option to become a genuine power themselves. So we must decide. Do we remain merely a large market subject to the priorities of others? Or do we take the steps necessary to become one power? Grouping together small countries doesn't automatically produce a powerful bloc. This is a future in which Europe risks becoming subordinated, divided, and deindustrialized at once. And a Europe that cannot defend its interests will not preserve its values for long. Mario Draghi a déclaré que la réalité actuelle du monde se caractérise par une baisse des échanges commerciaux et un affaiblissement des règles, un modèle qui profite à ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence. Il a ajouté que depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis considèrent clairement que la fragmentation politique européenne sert leurs intérêts. Il a ainsi proposé un modèle fédéral dans lequel les pays de l'UE pourraient éviter d'être éliminés un par un car l'Union est traitée comme un ensemble disparate d'États de taille moyenne que l'on peut diviser et traiter en conséquence. Il a également souligné que tant que l'UE fonctionnera sur la base des États membres, il sera difficile d'acquérir du pouvoir et d'être compétitif sur la scène mondiale. L'expansion du commerce mondial et l'appétit pour de nouveaux accords commerciaux sont positifs pour les populations du monde entier, a déclaré à Euronews Matthias Cormann, le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Depuis son entrée en fonction en janvier dernier, Donald Trump a annoncé une série de droits de douane qui ont affecté les économies du monde entier, amenant les dirigeants mondiaux à s'interroger sur l'avenir des marchés ouverts. The expansion of global trade has been unequivocally a positive for the global economy and for people all around the world. It has helped lift hundreds of millions of people out of poverty. Of course, global trade and the global competition that comes with it helps to bring the prices down, helps to increase choices for consumers. It helps to drive increased incomes and opportunities for businesses and hence drive stronger growth and higher incomes and living standards. Afin de tirer le meilleur parti d'un marché ouvert et de pouvoir exercer une influence aux côtés des grandes puissances, Matthias Cormann a suggéré d'écouter l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi.
L'ancien Premier ministre italien a déclaré cette semaine que les temps modernes exigent que l'Europe passe d'une confédération à une fédération afin d'éviter la désindustrialisation et le déclin. It's not really for me to give advice to the European Union on this point, but when I think that Mario Draghi is somebody that everybody would be very well advised to listen to very carefully. Le secrétaire général de l'OCDE a affirmé que l'Europe restait un continent prospère. Il a toutefois reconnu qu'il y avait des défis à relever pour permettre aux Européens de s'adapter à l'évolution des circonstances économiques. Le président américain Donald Trump veut réduire les droits de douane sur les marchandises en provenance d'Inde. La taxe serait de 18% au lieu des 25% actuels. La décision intervient alors que le Premier ministre indien Narendra Modi a accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Les droits de douane supplémentaires de 25% imposés à l'Inde pour avoir acheté du pétrole russe en août pourraient également être supprimés. Donald Trump affirme que l'Inde, de son côté, va supprimer les taxes à l'importation sur les marchandises américaines. Le pays devrait aussi acheter pour 500 milliards de dollars de produits américains selon le président. Cette décision intervient après des mois de pression exercée par Trump afin que l'Inde réduise sa dépendance au pétrole brut russe bon marché. Alors qu'une grande partie du monde cherchait à isoler Moscou suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, l'Inde a profité de la situation et de la baisse des prix du pétrole russe. Une attitude que le président américain n'a cessé de condamner. L'annonce de l'accord avec l'Inde intervient alors que l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, devraient tenir une nouvelle série de pourparlers avec des responsables russes et ukrainiens à Abu Dhabi cette semaine. Bill et Hillary Clinton ont accepté de témoigner sur leur lien avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, dans le cadre d'une enquête de la Chambre des représentants américaine. L'ancien président et l'ancienne secrétaire d'État ont finalement cédé face à la pression de la commission de surveillance de la Chambre, dont le président James Comer a engagé une procédure pour outrage contre le couple. En cas d'adoption, cette procédure aurait ouvert la voie à des poursuites formelles de la part du ministère de la Justice contre les Clinton. Le Congrès n'a encore jamais condamné un ancien président américain pour outrage. Une sentence qui s'accompagne d'amendes substantielles et de peines de prison. James Comer a précisé qu'il ne renonçait pas immédiatement aux accusations d'outrage contre les Clinton, affirmant qu'un accord concernant leur déposition n'avait pas encore été finalisé. La relation entre Bill Clinton et Jeffrey Epstein à la fin des années 90 et au début des années 2000 est bien documentée. L'ancien président américain a cependant toujours nié avoir eu connaissance des crimes de l'homme d'affaires, et il n'est pas inquiété par la justice à l'heure actuelle. L'affaire Epstein continue de secouer la sphère politique et les milieux d'affaires aux États-Unis. Vendredi, le gouvernement américain a diffusé près de 3 millions de nouveaux documents, d'où ressortent notamment les noms de Donald Trump, de l'ex-prince britannique Andrew ou encore de Bill Gates et d'Elon Musk. Avec ces interventions brutales qui provoquent depuis plusieurs mois de nombreuses controverses, Immigration and Customs Enforcement, plus connu sous son acronyme ICE, fait trembler le monde entier. Ces dernières semaines, les critiques se sont encore accentuées avec la mort de 2 citoyens américains à Minneapolis. Outre ces opérations sur le sol américain, l'ICE est également présente à l'étranger. Sa branche internationale, le service de sécurité intérieure, aussi appelé HSI, compte près de 90 bureaux dans 50 pays. HSI est une autre branche de ICE, de cette police, qui, elle, est donc déployée à l'étranger, au départ pour lutter contre le narcotrafic, contre tout projet terroriste qui pourrait menacer la sécurité intérieure des États-Unis ou de ses alliés, ou tout ressortissant américain. Depuis quelques années, HSI est devenue aussi une police de lutte contre l'immigration clandestine. HSI collabore avec les polices locales et Interpol. Ces agents sont armés, parfois lourdement, mais ils ne sont autorisés à les utiliser qu'après avoir reçu un mandat du pays hôte. Mais cette règle de principe est parfois complètement ignorée dans des cas spécifiques, selon Romuald Sciorra. N'oublions quand même jamais que dans certains pays, au gouvernement plus faible, à l'économie plus faible, très dépendant des États-Unis, des pays parfois injustement catalogués, pour reprendre la rhétorique trumpienne, hein, bien évidemment, de pays de merde, cette police s'est permise de dépasser évidemment les règles normalement imposées et d'agir comme bon lui semble.
Des unités de l'HSI vont bientôt être déployées aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina qui commencent ce week-end. Elles étaient également présentes lors des derniers Jeux olympiques de Paris en 2024. « 31 ans après sa première représentation, Requiem pour la fin de l'amour de Dimitris Papaioannou et Georgios Koumentakis est revenu sur la scène principale de l'Opéra national grec dans la capitale, Athènes. Créée en 1995, l'œuvre a été conçue en commémoration des victimes du sida. En 2026, elle revient épurée, mais sans changement dans son essence. Au cours de 12 représentations, plus de 16 000 personnes ont assisté à la production, les billets s'étant vendus en moins de 2 heures. Sur scène, 48 interprètes, 23 musiciens de l'orchestre de l'Opéra national grec, 25 chanteurs de l'ensemble Mason et 2 sopranos ont participé à une production oscillant entre opéra, installation visuelle et endurance physique. La musique de Koumentakis, inspirée du poème Lazarus de Dimitrios Kapetanakis, a été interprétée sous la direction de Theodoros Kurentis. Dimitris Papaioannou est reconnu internationalement pour son travail interdisciplinaire dans les domaines du théâtre, de la danse et des arts visuels, et en tant que directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Georgios Koumentakis est actuellement directeur artistique de l'Opéra national grec. La production de Requiem pour la fin de l'amour se prépare maintenant à partir pour Paris, au Théâtre du Châtelet, en novembre 2027.